Depuis quelques mois, mon parole qu'a dit dans la Cour pays d'Haïti, que il y a entre 900 000 et 1 million déplacés internes. Mais là encore, déplacés internes, c'est français. C'est des gens qui viennent de véritables réfugiés dans leur propre pays. Nos réfugiés dans l'autre pays, c'est tant qu'on sont nous qui sont en situation de handicap. Ils débarquent dans le pays, ils pas qu'on langue du pays, ils pas qu'on non plus culture pays, ils pas encore capable de circuler facilement. Et bien toute qualité barrière ça que rencontrer devant, mettez dans la même situation avec le monde handicapé. Mais attention, le monde handicapé dans le propre pays, immédiatement, on vient 2 fois plus handicapé. Et si vous sont des gens qui sont handicapés, qui viennent réfugiés dans le propre pays, vous viennent 3 fois handicapés. Et si vous sont femmes handicapées, que nous mettons dans une situation où nous réfugiés, on déplace interne dans le propre pays, ou 4 fois plus handicapés. Eh bien, situation de déplacer interne, sont situations qui sont vraiment mal. Ces situations qui sont capables de faire le monde venir mettre dans la tête, pour employer un langage Maurice Sixto habituel. C'est des bagailles qui sont capables de toute qualité de trouble psychologique, toute qualité de problème relevant de la santé mentale. Et je suis sûr que ce n'est pas l'association haïtienne de psychologie qui va nous contredire. Ce n'est pas non plus l'ISMA, l'Institut haïtien de la santé mentale, qui va nous dire non. Je suis sûr de cela. Situation certes malouque, heureusement, Franck Etienne, le grand Franck Etienne, 12 jours avant sa mort, nous a laissé une parole qui est réellement réconfortante. Et Franck, ce jour-là, eut à dire, le malheur non plus n'est pas éternel. Et dans ces conditions, puisque le malheur n'est pas éternel, nous sommes capables de dire très franchement que le miracle haïtien est encore possible. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole dans cette occasion qui constitue ce que je pourrais appeler un exercice pédagogique devant montrer quel est l'apport du système des Nations Unies en matière d'inclusion du handicap, un petit peu partout à travers le monde et plus particulièrement en Haïti. Alors, je dois vous dire que le secrétaire général des Nations Unies, à travers une réforme, a lancé ce qu'on appelle la stratégie de l'inclusion du handicap à l'échelle du système. Alors, cette stratégie comprend un certain nombre de composantes qui montrent justement la voie ou l'exemple à travers un certain nombre de programmations, de planification stratégique, d'inclusivité et qui constituent en somme une feuille de route à l'échelle du système. Dans tous les aspects programmatiques du système des Nations Unies, il est fait l'obligation pour nous de tenir compte des questions d'inclusion du handicap. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je prends les questions de recrutement pour renforcer notre personnel, donc nous faisons l'effort pour montrer la voie et dans les appels à candidature, nous demandons aux personnes en situation de handicap de bien vouloir postuler et nous permettons également à ces gens d'avoir accès à différentes expertises au sein de l'organisation. Il est évident qu'une synergie importante
a été dégagé de manière à converger nos efforts et s'accorder en plus sur les principaux objectifs fixés à travers cette activité, cette conférence débat. En effet, cette ambitieuse activité illustre de la plus belle manière les diverses actions entreprises par l'unité de lutte contre la corruption afin de sensibiliser toute catégorie sociale confondue autour de la dangerosité de la corruption pour notre société et ses effets pervers, sinon dévastateurs, sur les générations futures. Ce combat acharné contre ce mal endémique que constitue la corruption, que l'ULCC mène aujourd'hui, sont, en tout cas ces pistes que nous explorons ce matin, sont malheureusement peu interrogées. Il n'y a pas longtemps qu'un espace d'échange a été créé avec des jeunes dans les différentes écoles de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Fort heureusement, ce rapprochement en milieu jeune a eu pour conséquence positive la création de divers clubs d'intégrité dont la portée est de plus en plus saluée par plus d'un. Cette conférence débat à laquelle vous êtes associés en ce moment s'inscrit dans cet esprit d'ouverture, lequel permet d'appréhender la problématique de la corruption en dehors du prisme étatique traditionnel. Considéré sous cet angle, cet événement revêt d'une importance particulière, dans la mesure où elle permet une activité conjointe entre l'ULCC en tant qu'autorité étatique centrale dans ce domaine et une triade d'organisations porteuses d'un discours inclusif. Par là, je comprends que ces acteurs de la société civile entendent renouveler leur engagement en tant qu'acteurs solidaires ou acteurs de changement social. Le handicap qui est l'objet central de cette activité, cette conférence débat, constitue un heureux prétexte pour poser le problème d'accès aux droits sociaux fondamentaux dans notre société, dans laquelle l'exclusion semble atteindre une proportion alarmante. Exception mise à part, les personnes handicapées font partie des catégories sociales les plus exposées à la crise d'accès aux services publics qui secoue le pays. Ces personnes à mobilité réduite sont parfois la cible de discrimination témoignant de manque d'humanité à leur égard. En plus de ces formes de rejet sur le plan social, des personnalités politiques ou de hauts responsables publics se permettent de détourner des fonds destinés notamment à la prise en charge des personnes vulnérables, notamment encore au sein des organismes de sécurité sociale. L'auteur payant a cité la CAS et je cite également l'Office national d'assurance vieillesse et l'OFATMA, que sais-je encore. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'ULCC, plusieurs enquêtes ont été conduites afin de freiner ces pratiques qui mettent en péril le trésor public. À ce point, il revient aux autorités judiciaires de continuer à intensifier leurs efforts dans cette lutte non partisane que nous menons contre l'expansion à outrance de ce phénomène qu'est la corruption. Permettez-moi de vous demander si vous avez l'habitude d'entendre ces propos. Nexayo a fait un corps, papa. Ou bien Nexayo a boissé l'État. Alors que ceux qui sont dehors, pour le moins les chômeurs, avec insistance, réclamant leur place par ce propos. Mon cher, la non, on côté dans l'État pour mal font boisser tout. C'est par ces propos que j'entends prendre la parole aujourd'hui pour vous entraîner
entretenir sur les conséquences de la corruption sur la communauté des personnes vivant avec handicap. Mesdames, Messieurs, de tels propos semblent correspondre aux indices de perception de la corruption en Haïti qui atteignent environ 22% dans le secteur public. Ainsi, sommes-nous réunis pour affronter un fléau qui ronge le fonctionnement administratif de notre nation et par conséquent compromet l'avenir de nos concitoyens les plus vulnérables, entre autres les personnes handicapées. Nous parlons donc de la corruption, oui, ce fléau, lorsqu'il s'enracine dans nos systèmes, a des répercussions particulièrement dévastatrices sur la vie des personnes vulnérables, mais les personnes handicapées en particulier. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler qu'en Haïti, près de 10% de la population vit avec handicap. Ces citoyens qui n'exigent rien de plus que le respect de leurs droits fondamentaux se voient régulièrement privés de ressources essentielles en raison de ce genre de détournement systématique de fonds. Quand des fonds sont alloués aux écoles pour des infrastructures adaptées sont détournés, ce sont des enfants qui restent sans éducation. Quand les fonds des infrastructures accessibles sont détournés, ce sont des milliers de citoyens qui sont exclus de la vie sociale et économique. Le détournement des fonds dans les secteurs publics exclut chaque année des milliers de personnes handicapées de la possibilité d'avoir un emploi décent et durable. Or, la réalité est que chaque personne handicapée qui a un emploi assure une part de dépenses de sa famille qui sont souvent dans la précarité. Mesdames, Messieurs, il m'est permis d'attirer votre attention sur les conséquences de la corruption et sur les efforts de l'État haïtien. Les effets de la corruption sont des obstacles importants sur la mise en œuvre de la politique de l'éducation inclusive. La loi du 13 mars 2012 garantit l'accès à l'éducation adaptée. Pourtant, en raison de la corruption, les fonds destinés à la formation d'enseignants spécialisés et la construction d'établissements adaptés disparaissent, laissant de nombreux enfants sans cet appui nécessaire. Les conséquences de la corruption sont aussi à signaler sur l'accès aux soins des personnes handicapées. Des équipements et des médicaments vitaux se retrouvent détournés dans des circuits opaques, transformant le droit à la santé un parcours semé d'embûches. En tant que secrétaire d'État, je ne peux que souhaiter des réformes immédiates dans le fonctionnement de nos institutions avec des axes de force et réalité inspirés par des modèles impliquant chaque citoyen selon un engagement à l'égard de l'État.